Bonjour, je suis Claire et bienvenue à tous. Atypique People est le premier podcast qui donne la parole à tous ces hommes et ces femmes qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de haut potentiel, surdoués ou encore précoces. Leur QI est souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez des témoignages inédits. En écoutant ces histoires, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. Cette semaine, nous allons parler chiffres et sensibilité au masculin. Avons-nous le droit de s'identifier au potentiel lorsque le chiffre du test de QI est sous la fameuse barre des 130 ? Et comment un homme ultra-sensible fait-il en matière de rencontres amoureuses ? Oser être soi-même ou faire semblant d'être fort ? Je vous propose de vous glisser dans la peau d'un zèbre qui sur le papier n'en est pas vraiment un. Quelle injustice du chiffre, car toute son histoire familiale et son fonctionnement disent le contraire. Eh bien, c'est l'histoire incroyable de David Boudjena. Son nom ne vous dit peut-être rien parce qu'il aime rester dans l'ombre. Pourtant, ce jeune homme a créé un outil génial, un réseau social pour tous les atypiques qu'il a appelé Atypicou. Du jour où il se retrouve célibataire et découvre aussi son atypisme, il lance donc son site internet qui cartonne aujourd'hui. Et depuis ce jour dans le cabinet de psy où il a passé son test de QI, David est allé de découverte en révélation sur sa propre histoire de famille. Alors installez-vous pour ces quelques confidences qu'il n'a jamais encore osé partager. Bonjour David. Bonjour Claire. Déjà, première question, comment tu te sens ? Très bonne question. C'est toujours un peu impressionnant de faire une interview comme ça. Je suis content de faire ça en ta compagnie et de participer à cette expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir créé un site de rencontre pour haut potentiel ou surdoué, entre surdoués ? Tout simplement parce que quand j'ai découvert que j'étais au potentiel, j'ai cherché à rencontrer d'autres personnes qui partageaient ce mode de fonctionnement. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas forcément un outil qui permette vraiment de se rencontrer. Et donc je me suis dit, comme c'est mon métier, je me suis dit, allons-y, faisons-le. Parce que moi je travaille dans le web depuis plus de 7 ans, et c'est pour ça que je me suis lancé à cœur perdu dans ce projet. Parce que t'as quel âge aujourd'hui, David ? Là j'ai 36 ans. 36 ans, donc j'avais 35 ans. T'avais 35 ans. Et je me suis lancé comme ça, sur un coup de tête. C'était un week-end, et je suis parti dans le truc, et j'ai bossé tout le week-end non-stop. Et depuis ce moment-là, j'ai pas décroché du projet. Et donc c'était il y a un an. Enfin, j'ai commencé en mai 2019, ouais. Et j'ai lancé le site en juin. Et tu as été détecté en mars 2019. Exactement. D'accord, donc le temps est très court entre le moment où tu as été détecté et où tu as décidé de lancer ton site Atypicou dédié aux zèbres et aux rencontres entre zèbres. Ouais, ça a été très immédiat, ouais. C'était très immédiat. Alors avant que tu nous racontes comment tu as été détecté, pourquoi se concentrer comme ça sur les relations et sites de rencontres ? Moi j'entends relations amoureuses aussi. Est-ce que... Pour moi, parce qu'à l'époque j'étais célibataire, et j'ai des copains des fois qui me disent, avoue que tu as créé ton site juste pour toi, pour trouver quelqu'un, et finalement je l'ai créé tellement de manière immédiate et instantanée, parce que je me suis dit ok, il n'y a vraiment rien qui existe et qui soit satisfaisant. Il y a des sites de rencontres qui existent, mais j'ai vraiment voulu créer mon site avec ma vision. Oui. Pourquoi ça en fait ? Pourquoi créer des relations entre zèbres ? Quel est le besoin que les zèbres ont du coup ? Ça signifie quoi ? Il y a une connexion qui se fait beaucoup plus facilement entre HP qu'avec une personne qui ne partagera pas notre fonctionnement. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir favoriser ça, voilà, tout simplement pour que les personnes ils aient tout de suite une intensité, parce que moi j'ai remarqué avec tous les zèbres que je rencontre, tout de suite on a des discussions qui n'en finissent plus, c'est intense, c'est plaisant. Et c'est pour ça que sur le site je parle vraiment de relations authentiques, parce que c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de se montrer sous son meilleur jour comme on peut le faire sur tous les sites de rencontres en voulant être parfois même un autre.
Là, les gens peuvent arriver, je leur demande en quoi ils sont atypiques pour s'inscrire. Et là, ils peuvent vraiment expliquer comment ils sont vraiment dans leur fort intérieur, ce qui permet d'être vraiment tout de suite à la base déjà dans quelque chose d'authentique et de pouvoir se montrer comme on est avec nos peurs, avec nos fragilités, avec nos questionnements. Ça permet de passer des caps plus facilement qu'avec un site de rencontre traditionnel, je pense. Alors, j'ai le sentiment que tu as créé le site de rencontre que tu aurais aimé avoir avant, sans savoir que c'était pour HP, mais un site de rencontre qui demande cette authenticité et pas de se créer une image pour séduire. Totalement. Ouais, franchement, Et alors, comment on prouve qu'on est HP sur le site C'est sur la bonne foi comment ça se passe? Je suis pas sûr à 100% que la personne est HP, parce qu'on peut pas être certifié. De toute façon, Tipeee, c'est pas non plus un site pour les HP testés, qui ont forcément eu plus de 130 de QI. C'est aussi un site pour des personnes qui vont être en questionnement sur leur fonctionnement, qui peuvent se reconnaître suite à la lecture d'un livre sur le sujet. Je trouve qu'il y a des personnes qui sont un peu laissées, les personnes qui sont entre 120 et 130 par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, en plus j'en fais partie, donc je trouve ça important de les inclure aussi dans ce projet. Justement, tu as monté Atypiquement, qui est suite au jour où tu as été détecté. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte? Alors moi, je voyais un psychologue. Un jour, il s'est dit, ça serait peut-être bien de vous faire passer un test de QI, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez les caractéristiques d'un surdoué. Et comme beaucoup de personnes, j'aurais jamais pu imaginer me coller cette étiquette. Pour toi, c'est vraiment une étiquette, donc c'est une case, peut-être. Oui, voilà, en tout cas, c'est un mot qui va caractériser quelqu'un qui a un mot très connoté. Voilà, c'est plutôt ça. Tu parles de quel mot? Le mot surdoué. Oui. Le mot surdoué, pour moi, c'est un mot qui est quand même très connoté, qui ne me correspond d'ailleurs pas et qui ne me correspondait pas. Il m'a dit, passons un test. Donc je lui ai dit, ok, faisons-le. Et il me dit, entre-temps, si vous voulez, vous pouvez lire le livre « Trop intelligent pour être heureux ». De Jeanne Siofachin, donc. Exactement. Et là, j'ai vraiment halluciné, quoi. J'ai fait, ok, waouh, je me reconnais tellement dans tout ce qui est écrit. C'est comme si d'un coup, on disait, ah ok, oui, je fonctionne comme ça, c'est marqué dans le bouquin. C'est comme si on avait un mode d'emploi d'un coup de tout notre fonctionnement. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et j'avais déjà, avant de passer le test, une certaine certitude par rapport à ça. Alors, comment ça s'est passé quand tu as passé le test? Est-ce que tu étais stressé? Tu étais plutôt détendu? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? C'est assez drôle parce que j'y suis allé en mode freestyle. C'est-à-dire que, en fait, j'étais tellement convaincu que ce que j'avais lu dans le bouquin, c'était moi. Pour moi, c'était une évidence que, même à la limite, j'avais même plus envie de faire le test. Donc je l'ai quand même fait. Je suis vraiment allé, j'ai envie de dire, à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que la veille, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire je me suis endormi très tard. Je suis arrivé, j'étais crevé, j'avais pas bu de café avant, donc j'y suis vraiment allé de manière pas du tout en mode je vais performer le truc. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt simple, bizarrement. Alors tout ce qui était un peu chiffres et tout, j'ai bien vu qu'à un moment, j'ai un peu galéré. Il y a aussi un exercice sur le verbal, en fait. J'ai été plutôt sommaire, j'ai pas beaucoup développé cette partie-là. Bon, je pensais qu'il fallait au contraire donner des définitions plutôt simples. Donc voilà, j'ai passé le test de manière assez tranquille, mais pas forcément dans les meilleures conditions en termes de forme. D'accord. Et quand tu as eu le résultat, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as retenu? Et qu'est-ce que tu as ressenti surtout? C'était très spécial parce que déjà quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai commencé à stresser parce que j'ai mis pas mal de temps à avoir les résultats. Je pense qu'il s'est bien passé 2-3 semaines. Donc plus le temps avançait, plus je me disais en fait je dois pas être HP, c'est pour ça qu'il m'appelle pas, je pense qu'il a dû se tromper, il s'en rend compte. Et j'ai vraiment eu des doutes énormes. Et c'était difficile pour toi d'imaginer ça, alors que tu avais lu le livre Trop intelligent pour être heureux, où tu sentais une résonance? Oui et non, enfin, c'était difficile, et en même temps je pense que quand on a des convictions sur certaines choses, on est sûr de soi d'une certaine manière. C'est les convictions, quoi. Comme quand on a des convictions dans la vie, on les défend corps et
terme, quand on est sûr de quelque chose, je pense que... Après, ça peut paraître un peu... Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent de l'effet Barnum et... Alors, l'effet Barnum, tu peux expliquer ce que c'était? Non, mais l'effet Barnum, c'est quand des personnes s'identifient à des caractéristiques auxquelles des fois tout le monde pourrait s'identifier. C'est ça. En tout cas, on parle beaucoup d'effet Barnum dans le monde des HP parce qu'il y en a plein qui vont dire moi je suis HP parce que justement j'ai lu lui aussi le bouquin et je me reconnais. Tout ça, ça nourrit, je pense, beaucoup de méfiance dans le milieu des HP qui en ont marre de voir aussi... Que tout le monde s'autoproclame potentiel, surdoué ou zèbre, sous prétexte qu'il a 2-3 résonances avec un livre ou avec une histoire ou entendu à la radio ou quoi que ce soit. Donc leur enfant est hyper actif et tout de suite il va être HP. Tout à fait. Et quand toi, le jour des résultats, qu'est-ce qui t'annonce? Ce psychologue, donc j'arrive en lui disant je suis en stress en fait parce que j'ai l'impression que ça y est, vous allez m'annoncer un mauvais résultat. J'étais vraiment... Et il me dit non mais vous inquiétez pas monsieur Boudjena, HP, tout ça. Et là il me montre mes résultats et en fait je vois que je suis à moins de 130. Donc sur le coup je fais pas gaffe parce que j'avais pas vu qu'être HP c'était plus de 130. D'accord. Donc sur le coup moi je lui fais confiance, j'étais un peu rassuré. Mais c'est après du coup quand j'ai commencé à regarder finalement sur internet quelle était la limite où on était HP, je me suis rendu compte que c'était 130 et que j'avais moins de 130. Donc je me suis dit mais je suis qui, moi, en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit sur toi? C'est un peu fort, je trouve, de parler de bâtard, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est un cul entre deux chaises. En fait, on ne sait pas trop comment se définir. C'est ça, en fait. Donc, j'ai rappelé le psychologue, je lui ai dit, je comprends pas, en fait, vous m'avez dit que je suis HP, mais j'ai eu moins de 130. Et là, voilà, il me disait, mais non, mais je vous dis que vous êtes HP, vous pouvez me faire confiance, des HP, j'en vois un paquet. Ça peut être très polémique. En même temps, je comprends que ça soit très polémique. C'est cette question de pourquoi quelqu'un qui serait proche de 130 ou qui va passer le test dans des conditions... Mais moi, par exemple, je me suis dit, si j'avais pris un café, ne serait-ce qu'avant, je me demande qu'est-ce que ça aurait changé, quel impact ça aurait eu. Quand tu dis moins de 130, qu'on comprenne que tu es proche de 130 quand même, proche de quoi, 125, 126 Ouais, proche de 125. Proche de 125. Donc effectivement, c'est très proche de 130. Et le fait que tu parles de ton chiffre, c'est quelque chose de très très rare chez les hauts potentiels. Moi qui fais énormément d'interviews de surdoués ou de zèbres, c'est souvent un sujet qui est relativement tabou. Ah ouais. Déjà par modestie aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on revendique comme une gloire, c'est rien de glorieux. Mais le fait de pouvoir en parler dans ce contexte où toi tu parles justement d'un chiffre qui est en deçà de celui affiché internationalement, le fameux 130, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Enfin, personne, en fait, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ose l'exprimer de cette manière. Pourquoi pour toi c'est important de pouvoir communiquer là-dessus? Et tu oses en fait. Justement parce que je pense que c'est important je veux pas dire de pas se mentir, mais d'être intègre. C'est important aussi que je parle de mon histoire. Parce que c'est vrai que j'ai créé un réseau social pour HP, donc forcément on va me poser la question à un moment donné. On me l'a déjà souvent posé. Et, finalement, qui je suis? Il y a les HP, il y a les normaux-pensants, et il y a ceux qui ont entre 120 et 130, qui ont les caractéristiques des HP. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les caractéristiques ne se déclenchent pas forcément à 130, c'est pas mathématique. Donc ces personnes-là qui sont, je pense, très nombreuses, et j'en vois plein sur des forums et sur Atypicou, qui se sentent pas légitimes, qui, je ne vais pas dire se dénigrent. Moi, je me suis senti appartenir à cette famille, même en étant à moins de 130. C'est comme si finalement je ne l'avais pas pris en compte, d'une certaine manière. C'est comme si je m'étais dit... Ok, j'ai le résultat, je suis pas HP, mais en fait, je me définis un peu comme un HP. C'est un peu ça, d'une manière un peu caricaturale. J'ai bypassé le test, en fait. C'est que bizarrement, quand on l'apprend, on se rend compte que toutes les personnes qui sont importantes autour de soi, avec qui on a quelque chose de différent, un feeling vraiment particulier, ça va aussi pour les relations amoureuses, je pense, ce sont des personnes qui sont aussi des hauts potentiels. Est-ce que ça a de l'importance de dire « je suis HP » ? On peut dire, j'ai un fonctionnement qui est comme ça. Et alors, quand tu as découvert que tu étais HP, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quand tu as regardé derrière toi, toute ton adolescence, tout ça, quelles zones d'ombre ont été mises en lumière? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai tout compris, quoi. C'est-à-dire dans tout compris, quoi? Tout ce que je vivais pas très bien, toutes mes différences, tout ce qui faisait que je collais pas au moule. Je vais pas dire de l'homme idéal, mais moi, j'étais pris entre l'envie
d'avoir des relations sociales épanouies et de rencontrer des gens, tout ça. Et d'un autre côté, un aspect totalement à l'opposé, et qui pouvait paraître contradictoire, un besoin d'être seul et de me retrouver tout seul et de me nourrir finalement de choses très simples, comme de lire quelque chose. Et disons que je ne collais pas au stéréotype de l'homme qui va par exemple sortir avec ses potes voir un match de foot. J'étais vraiment un peu en décalage par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'un homme qui sort avec sa bande de potes, boire des bières. J'étais plus quelqu'un qui avait besoin de se retrouver seul, qui me sentait en décalage par rapport au groupe, qui aime plus être en tête-à-tête avec quelqu'un plutôt que dans un groupe, puisque je pense que les HP sont des personnes qui donnent beaucoup d'énergie quand ils sont avec d'autres personnes, et ils ont aussi à un moment besoin de se recentrer sur eux-mêmes pour recharger un peu les batteries. Aujourd'hui, je comprends ce fonctionnement. Je sais que c'est inhérent au fonctionnement de certains hauts potentiels. En quoi ça t'a aidé de comprendre ça? Ça a changé quoi sur ta manière de voir la vie, d'être dans ton corps, d'être dans ta vie de tous les jours? Je pense que je suis encore sur le chemin. Je pense par exemple à la sensibilité, que j'ai pas encore accepté ma part de sensibilité. C'est toujours un peu difficile quand on est un homme d'être sensible, ne serait-ce que de pleurer. Je sais que moi j'ai beaucoup de pudeur. Par exemple, quand j'ai fait une thérapie, j'ai même pas pleuré une seule fois devant mon psychologue. Même si des fois j'ai envie de pleurer, même des fois si je regarde un film, je vais me retenir parce que j'ai une pudeur énorme par rapport à ça. Et je pense que ça me ferait du bien justement des fois de libérer un peu parce que je sens que j'ai un émotionnel qui peut être très fort. Tu te sens chargé émotionnellement? Ouais. C'est ça. Ouais. Et quand tu dis je me retiens, c'est parce que tu es en présence d'autres personnes? Tu as peur de ne pas savoir jusqu'où ça va aller, si tu vas plus t'arrêter? Ou pourquoi se retenir? Qu'est-ce qu'il y a comme crainte derrière? Je pense que c'est vraiment une pudeur liée au statut d'homme. Je me suis retrouvé, donc après une relation assez longue, parce que je suis resté plus de 10 ans en couple, à avoir envie de retrouver quelqu'un. Et là, j'étais un peu perdu, parce que je me suis retrouvé avec toutes ces applis. Finalement, j'étais jamais allé sur un site de rencontre. Et en fait, ils nous mettent des trucs dans la tête qui sont tellement... Alors, comme quoi? Dans une relation amoureuse, on a l'impression que l'homme doit être fort. Donc c'est pour ça que c'est difficile, je pense, quand on est un homme, d'exprimer sa sensibilité de manière pure, de manière brute. On a hérité de plein de stéréotypes. L'homme doit faire ci, l'homme doit inviter la femme. Je sais pas, un truc tout bête, mais moi je pense que quand on rencontre quelqu'un, il faut juste être comme on est. Il faut pas suivre des schémas et faire comme ci ou comme ça. Dans un date classique, ce qui se passe en général, c'est qu'on va boire un pot. Bon. Sauf que moi, j'aime pas trop les bars. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà pour le bruit, la lumière, c'est quelque chose que je supporte pas très bien. Ensuite, l'alcool, je bois pas beaucoup, donc quand je bois de l'alcool, je suis vite bourré. Donc bon, c'est pas super. Si au bout d'une bière ou deux, je commence à être là, bon, je vais rentrer chez moi parce que je me sens plus très bien. Bon, j'exagère, mais encore une fois, une image de l'homme doit pouvoir boire beaucoup d'alcool, sinon quelle est cette image qu'on a? Bon, bref, encore. Et donc on a cette tendance à vouloir faire des choses par ordre établi, par convention. Avec le Covid, il y a des choses qui ont changé parce que les gens, c'était plus compliqué à un moment de se retrouver dans un bar où en fait il faut juste s'écouter et c'est aussi comme ça, je pense, qu'on exprime sa sensibilité, c'est en faisant des choses qui nous correspondent plus qu'en voulant rentrer en les clichés de ce qu'il faut faire dans une rencontre, ce qu'il faut être, ce qu'il faut... C'est comme payer l'addition. Hein. Après tout, pourquoi pas dire, pour casser ça, à un date, dire « Bon, je te propose de payer pour casser un peu avec les clichés de l'homme qui invite. Qu'est-ce que t'en penses ?» En disant ça sur l'humour, parce que justement, ça casse un peu les codes et je pense que aujourd'hui, c'est bien de casser les codes. Est-ce que quand tu as appris que tu étais HP, est-ce que ça t'a donné des clés sur ta sensibilité, justement? Ça t'a décomplexé? Est-ce que ça t'a donné des clés sur ton fonctionnement? Enfin, moi, je suis un jeune HP. Ça fait un peu plus d'1 an que je connais tout ça. Donc, j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir sur moi, sur comment gérer peut-être mieux mes émotions. Je me souviens de fois où j'avais des entretiens pour mon travail, je me sentais très émotif. Et c'est difficile quand on a un entretien, des fois on nous dit un truc, je me disais merde, pourquoi j'ai envie de pleurer, là, ça va pas. C'est vrai que pendant l'entretien, ça t'est déjà arrivé, ça? Moi, il m'est arrivé un truc, c'est un peu une histoire de fou, mais le premier job que j'ai eu, c'est un employeur qui m'a fait déménager de ma ville parce qu'on avait eu un entretien et il m'avait trouvé super.
Il avait voulu m'embaucher, et donc je quittais mes études, j'avais changé de vie, je m'étais acheté une voiture, j'avais trouvé un appart. Et il m'a viré au bout de 3 jours. Et là, ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais pour te dire, justement, j'étais mal de pleurer. Parce que je me suis dit, je devrais pas pleurer, je devrais être dans une espèce de rage, je devrais être dans... Pour moi, j'étais pas dans ce que je voudrais, parce que quand on est un homme, on a cette image où on se dit, je suis un homme, je vais lui casser la gueule, ou je vais retourner la table comme dans les films, et pourquoi... Donc voilà, ça c'est une partie de mon hypersensibilité qui fait que ouais, je pense que je peux être plus sensible sur certains points, mais c'est pas pour autant aujourd'hui que je vais mieux la gérer, disons que tu vas l'exprimer autrement, l'émotivité qui va prendre le dessus, c'est ça? Disons que mon travail, en tout cas aujourd'hui, ça va être plus de chercher à libérer ça, plutôt que de chercher à canaliser. C'est intéressant de s'autoriser à aller chercher justement cette sensibilité et à la révéler d'une certaine manière. Et quand tu parles de révéler, tu veux dire de l'exprimer aux autres, de oser la montrer en fait sans quoi? Sans culpabilité? C'est quoi le mot? Sans quoi? Oui, je pense que quelque chose de tout simple, mais oser pleurer quand on est touché par quelque chose, au cinéma, ou oser pleurer, je trouve ça cool, quoi. Enfin, moi, j'aimerais pouvoir pleurer. Ça fait du bien déjà de pleurer, c'est vivre des émotions, et j'ai encore du travail à faire pour libérer des émotions. Et alors, pour faire un bond en arrière dans ton histoire, à l'âge de l'adolescence, comment ça pouvait se traduire et comment ça s'est traduit pour toi? Alors, moi, j'ai eu une adolescence assez chaotique. Quand mes parents sont séparés, donc j'ai quitté la ville où j'habitais. J'habitais à La Rochelle, et je suis allé habiter sur l'île de Ré. J'ai appris après que, je ne le savais pas, j'avais 10 ans, il y a des mentalités un peu particulières sur les îles. Ça n'a rien à voir avec la vie ou quelqu'un qui va être dans une grande ville, ou même là où j'étais avant. Donc je me suis retrouvé un peu en décalé par rapport aux autres. Déjà parce que je m'appelais Boudjena, et c'est un nom qui a une consonance. Il y a aussi bien des Arabes qui s'appellent Boudjena que des Juifs. Voilà, les gens se demandent c'est quoi ce nom. Donc déjà, il y avait un décalage par rapport à mon nom. Ensuite, moi, quand je suis arrivé, il a fallu que je me refasse une place, parce qu'on sait très bien, quand on est un enfant, un garçon, il a une bande de copains, et pour avoir une bande de copains, ça se mérite une bande de copains. Soit on l'a parce que c'est des copains qu'on a... depuis notre enfance, avec qui on a grandi, mais quand on arrive dans un nouvel endroit, il y a déjà des bandes de copains et on doit se faire accepter. T'avais 10 ans, hein, c'est ça? J'avais 10 ans à ce moment-là. Ça a été plus à réussir à pas être un peu la victime, souffre-douleur d'un tel dans le lycée et tout. Donc moi, j'étais toujours un peu à avoir peur d'être dans ce rôle-là, parce que des fois, ça me pendait au nez. J'ai toujours été un peu à la limite. Et je sais que quand je suis arrivé, par exemple, au lycée, il y avait le petit caïd du lycée qui m'a pris en grippe. Donc ça a été très, très compliqué. Qu'est-ce que tu faisais? Du harcèlement ou des choses... Tu faisais peur et ouais, c'était une forme d'intimidation, de harcèlement. Je sentais que c'était du foutage de gueule quand je passais. Ils cherchaient à m'impressionner. Il y a eu même des fois un peu de violence, quoi. C'était genre, je te mets un coup comme ça. Enfin, c'est le harcèlement, ouais. Donc ouais, j'ai vécu un peu ça. Et comment tu le vivais, justement? J'ai tanké, c'est vraiment le mot, quoi. C'est-à-dire, j'ai encaissé le truc, j'ai pris sur moi. Comme j'étais en mode survie, finalement, j'ai pas vraiment senti un décalage, puisque j'avais pas le temps de me consacrer à ça, puisqu'il fallait que je m'intègre. Je pouvais pas être dans une sensibilité, dans un décalage, puisqu'il fallait que j'arrive au contraire à être pote avec des personnes qui étaient... Qui te protègent. Enfin, moi, j'ai toujours eu des mauvaises fréquentations. En fait, quand j'étais ado, tous mes potes, c'était, je vais pas dire les pires, mais j'ai eu des très mauvaises fréquentations, où j'étais un peu une racaille, quoi. Et moi, j'avais plus ce côté un peu suiveur. Voilà, je me suis retrouvé finalement dans une jeunesse où j'ai été beaucoup avec des personnes qui avaient une très mauvaise influence sur moi. Tu m'as dit que j'étais en mode survie. Est-ce que tu étais heureux dans ta vie à ce moment-là? J'ai eu une adolescence très chaotique, puisque finalement, à un moment, on m'a fait fumer un joint. J'ai bien aimé. Et du coup, je me suis mis à beaucoup fumer. Donc j'ai vraiment passé toute mon adolescence à fumer, jusqu'au jour où finalement, ça activait beaucoup trop mon mental, et ça me faisait constamment faire des bad trips, parce que mon cerveau partait dans tous les sens. C'était quoi? C'était l'envie de vivre des choses intenses? Est-ce que cette sensibilité, c'était un moyen de l'anesthésier par les addictions, pour moins la ressentir? Je pense que clairement, ça a anesthésié, justement, c'est exactement le mot, ma sensibilité. Ça m'a permis d'enfouir tout ce que j'avais vécu et tout ce qui était dur, qui avait été dur à vivre pour moi dans mon enfance. Et ça a été très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je crois que j'ai arrêté de fumer,
tout ça est ressorti et c'est là où justement j'ai fait une dépression, j'ai rien compris, ça a explosé comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu un épisode dépressif c'était un été, je me souviens, et j'ai été très très déprimé, je sortais plus de chez moi, je sortais plus de ma chambre. Enfin, dès que j'écoutais une musique triste, ça me plombait le moral. D'ailleurs, je peux même plus les écouter, ces musiques à l'époque que j'écoutais à ce moment-là. C'est vrai. Ah oui, si je les réécoute, ça me met le bourdon, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, tu disais que ta maman est pas étrangère à ce monde des zèbres. En fait, tu as compris quelque chose très longtemps... Enfin, là, il n'y a pas si longtemps, finalement. Il y a, je crois, il y a 3-4 mois. Ma mère m'a dit comme ça, au cours d'une discussion, elle m'a appris que quand elle était enfant, ses parents lui avaient fait faire un test parce que mon grand-père était médecin. Il s'occupait d'enfants, soit qui avaient des déficiences, enfin en tout cas, il faisait passer des tests aux enfants justement. Ils ont fait passer un test à ma maman. Elle avait 12 ans quand ils lui ont fait passer le test, parce qu'elle était nulle à l'école et tout. Après, ils ont vu qu'elle était dyslexique, mais bien plus tard. Ils lui ont fait passer le test. Il s'est trouvé qu'ils lui ont jamais dit qu'est-ce qui en avait résulté. Donc elle a jamais su. C'est 30 ans plus tard que sa mère lui a dit, en fait, t'as passé un test de QI, et pour le coup, elle avait eu plus de 130. Elle a eu 134. Et c'est ce qui est très drôle avec ça, c'est qu'elle me l'a dit presque 1 an après ma découverte. Après que tu aies appris que tu étais détecté, que j'étais HP. Comme si ça lui revenait d'un coup comme ça. Ah, au fait, je me souviens d'un truc. Alors que l'histoire est dingue, parce que déjà, ses parents lui ont pas dit, parce qu'ils avaient peur que ça fasse des conflits entre les frères et les sœurs et tout. Parce qu'il y a 5 frères et sœurs dans la famille. Ma mère l'a appris donc très tard, et qu'au final, ce que je lui ai expliqué, justement, parce qu'on en parlait la dernière fois, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans sa vie, puisque même quand elle l'a appris, elle avait 40 ans, mais ma mère est quelqu'un qui a un manque de confiance énorme en elle, et finalement, si elle avait su ça avant, peut-être que ça l'aurait pu lui donner confiance, parce que ma mère, qui s'est toujours considérée comme quelqu'un d'inférieur, assez beaucoup dévalorisé par rapport, par exemple, à mon oncle, qui est quelqu'un de brillant, qui est un architecte, un inventeur, enfin, il a fait plein de trucs dingues. Lui, pour le coup, c'est vraiment un surdoué génie. Donc, elle s'est toujours sentie diminuée par rapport à lui, alors que, en fait, non, elle était aussi au potentiel. C'était il y a 30 ans, donc à l'époque, je pense que tout ça, c'était complètement... C'était ovniesque, totalement. Oui, voilà, personne n'en parlait, il n'y avait pas d'infos là-dessus, je ne pense pas qu'on connaissait vraiment les fonctionnements de ces personnes. Donc, ils avaient l'info, mais qu'est-ce qu'ils en faisaient? Franchement, je pense qu'ils en faisaient rien de ça. D'ailleurs, ils n'en ont rien fait. Donc, ma mère a appris ça à 40 ans. C'est passé comme ça, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre, elle n'en a rien fait. Et c'est vraiment quand moi, je l'ai appris et qu'elle a commencé à intégrer ça, à force puisqu'elle est inscrite sur Atypicou. Oui, ma maman est inscrite sur Atypicou. Donc quand elle commençait à lire tous les articles et tout, que finalement ça a réveillé ce truc-là en elle qui était enfoui depuis des années, qui pour moi a été aussi incroyable à découvrir, parce que bon, déjà j'apprends que mon grand-père faisait passer des tests à des enfants, donc déjà je trouvais ça dingue, et que ma mère donc avait passé ce test, qu'elle était elle-même HP, qu'elle l'avait même pas su, qu'elle l'a eu qu'à 40 ans, et que c'est moi, mon test, ma découverte qui réveille ça en elle, et aussi qui permet du coup de prendre conscience de certaines choses, parce que tout ce que je mets en place dans le projet Atypicou, c'est aussi finalement des outils, parce que le site c'est aussi un outil en soi, pour aider les HP à trouver des clés pour eux, pour aller mieux, ne serait-ce qu'en témoignant sur le site, sur le forum, en rencontrant d'autres personnes qui fonctionnent comme eux, ou en trouvant des psychologues, parce que l'objectif du site, c'est vraiment de mettre à disposition une base avec toutes les personnes qui vont être spécialisées dans les problématiques des HP, pour qu'ils trouvent très facilement des personnes qui puissent vraiment les accompagner. Parce que je trouve ça tellement du gâchis que toutes ces personnes, soit qui s'ignorent, qui vivent mal, parce que quand on le sait pas, on le vit mal en fait. C'est ça qui est, souvent, je pense que on le vit bien quand on a un statut social, qu'on a bien réussi, et encore, c'est même pas sûr. Je pense que moi j'ai rencontré des personnes qui avaient un statut social qui était bien, qui avaient un super job et tout, mais qui le vivaient mal, parce qu'elles comprenaient pas leur fonctionnement. Donc je pense que pour moi c'est hyper important. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai travail aujourd'hui de pédagogie. C'est bien qu'on en parle de plus en plus, parce que je pense qu'il y a plein de personnes comme moi, comme ma mère, qui n'auraient jamais pu imaginer ça, qui n'auraient jamais, aussi par modestie, ne pourraient se dire « moi je suis comme ça ». Et toutes ces personnes-là, finalement, je ne vais pas dire qu'elles passent à côté de leur vie, mais j'ai l'impression que toutes ces personnes
qui sont mis sur le chemin du haut potentiel, c'est tellement quelque chose d'important dans leur vie que je suis très heureux de participer aussi à ça, parce que je trouve que c'est un projet sociétal très intéressant pour justement aider ces personnes qui ont un haut potentiel à mieux vivre et aussi que la société les comprenne mieux. Merci beaucoup, David. Comment tu te sens là par rapport au début de l'interview? Bah écoute, ça va, je me sens bien. J'ai envie de dire que c'est assez intense quand même, parce que c'est quand même des choses qui sont très intimes quand même. Parler de tout ça, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vit. De revenir sur mon enfance, par exemple, c'est marrant, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, comme je le disais, à enfouir plein de choses de sa vie. Et voilà, des fois c'est bien de faire un petit flashback pour se rendre compte de là où on vient, du chemin qu'on a parcouru, et s'aimer surtout, parce que c'est vrai que je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à s'aimer, et voilà, je pense qu'on peut finir sur ça. Aimez-vous, quoi. Aimez-vous, c'est ton cas aujourd'hui? Tu en es où là-dessus? Oui, je m'aime bien. Avant de le découvrir, j'étais vraiment, je me cherchais, et là aujourd'hui que j'ai créé Atypicou, ça me procure beaucoup de joie de voir que ce site a une utilité. J'ai trouvé, je ne vais pas dire ma mission de vie, parce que je ne sais pas si c'est vraiment ma mission de vie, mais en tout cas, aujourd'hui, de travailler sur ce projet, c'est passionnant et c'est formidable. Oui, merci beaucoup. Je peux dévoiler un petit secret de grand sensible que j'ai avec moi, David. Juste avant de commencer l'interview, on a fait 5 minutes de cohérence cardiaque. Je vais te dire un truc, franchement, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai été pas mal stressé dans l'interview. Bon, bah c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a un niveau de stress. Bizarrement, je pense que c'est aussi le fait de parler de choses qui sont plus ou moins intimes. Eh bien, merci beaucoup pour ta confiance, d'avoir osé te dévoiler ta vulnérabilité sans culpabilité. Au contraire, c'est un vrai cadeau que tu nous fais à tous. Merci d'avoir partagé ton expérience et merci pour ta transparence et puis longue vie à Atypicou. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Claire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté les confidences de David et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est important pour qu'Atypic People perdure. Et découvrez toute l'actualité du podcast, les infos sur le parcours de David et d'Atypicou sur le compte Instagram d'Atypic People, atypic_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi pour une toute nouvelle histoire. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse, alors croyez en vous. Je vous embrasse.